Good. Donc, bonjour David. Aujourd'hui, je suis avec David Leboeuf, une personne que j'ai rencontrée via les réseaux sociaux. Donc, je trouvais que son histoire semblait très intéressante, très inspirante. Donc, je lui ai demandé pour l'entrevue, puis il a accepté. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Donc, allô? Salut. Donc, est-ce que tu peux nous raconter, David, comment que ton histoire a commencé, comment que les embrouilles ont commencé, quel âge que tu avais, qu'est-ce que tu faisais? Peux-tu nous mettre en contexte un peu? Tout d'abord, docteur Bissonnette, mon, mon histoire elle commence. Je suis un petit gars de Port-Cartier. Port-Cartier sur la Côte-Nord, entre Sept-Îles et Baie-Comeau, un petit village. Puis, tu sais, c'est une enfance normale. Je n'ai pas manqué de rien, sauf que rapidement, j'ai vu que j'étais quelqu'un qui avait besoin de sensations fortes. J'avais besoin d'essayer des sports extrêmes, de me mettre au défi finalement. Puis jeune, j'ai été opéré pour un rein. Fait que j'ai eu une ablation d'un rein. Fait que, tu sais, mes parents ont comme toujours voulu faire attention à ça aussi, pour pas que je fasse de sport de contact, pour pas me blesser. Ma mère aussi a passé une bonne partie de ma jeunesse à aller avec moi à Sainte-Justine. Tu sais, c'est pendant un an et demi. Fait que bon, euh, j'ai été appelé à faire attention à ça. Fait que mon besoin d'adrénaline n'était pas comblé nécessairement. Puis à l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à me tenir avec des gens un peu plus marginaux, des gens un peu plus marginaux. Puis tranquillement, pas vite, les premiers essais. Ça a été avec du cannabis aussi. Tu sais, à Port-Cartier, à l'époque, il y avait juste du cannabis ou du hash. Fait que ça a commencé comme ça. À Puis 8-9 tranquille. ans? Moi, à 8-9 ans. Quand 8-9 ans, même? j'ai commencé à fumer à 8 ans, la cigarette. Tu sais, c'était un désir de vouloir vieillir plus vite, de ressembler à des gens plus vieux qui fumaient. Tu sais, c'était pour faire comme les autres. Puis, tu sais, je voyais ça comme un peu un geste mature et c'est ça. Je me suis comme tout le temps vu un peu plus vieux que mon âge. J'étais quelqu'un de solitaire, j'aimais ça faire des casse-têtes, jouer à des jeux pour trouver des solutions. Fait que j'étais beaucoup enclin à être seul. Fait que c'est pas mal ça. Puis même à l'école, j'étais pas quasiment toujours dans des groupes avec des groupes de volée, des groupes avec des hauts scores parce que je comprenais quand même assez vite la mécanique scolaire, là. Euh, pour moi, si je comprenais quelque chose super vite, après ça, j'en avais pour un mois à refaire toujours la même affaire. Fait que, quand tu comprends le mécanisme, après ça, le reste, c'est super facile. Fait que pour moi, l'école, c'était ça. C'était apprendre des choses vite, mémoire photographique, comprendre des processus. Puis c'est pour ça que j'ai tout le temps eu de la facilité. Puis jusqu'à temps que je fasse mes premières armes avec les stimulants. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de. Je dis dans ce temps-là, je ne suis pas trop vieux, mais il n'y avait pas d'amphétamine ni rien de ça. Ça a toujours été de la cocaïne. C'est à quel Cocaïne, âge la cocaïne qui est arrivée? environ 10 ans. 10 ans? Environ 10 ans, mais on sait qu'à 10 ans, on ne peut pas s'en procurer nécessairement facilement. Ça coûte bien trop cher, sauf que c'était monnaie courante à Port-Cartier dans ce temps-là. Tu avais des jeunes, des chums que je connaissais que le père vendait. Fait que là, au Hmm. beau-père pige dans le stack, puis amène ça à tes chums, fais ça en groupe. Puis, fait que c'était comme ça en gros. Mais Fait que, est-ce que tu sais, le fait de consommer des psychostimulants comme ça à 10 ans, est-ce que ça a eu un impact sur ton développement? Est-ce que ça l'a stoppé le développement? non, je dirais pas tant que ça parce que si ça aurait été une consommation à tous les jours, je dis pas, là, mais c'était occasionnel. Fait que, tu sais, ça a été, tu sais, je veux dire, j'ai pas senti que physiquement, ça m'atteignait tant que ça, parce que c'était une fois aux semaines ou une fois aux 2 semaines. Puis c'était pas quelque chose d'exagéré comme une consommation à l'âge adulte quand tu as les moyens de t'en acheter à tous les jours, là.
Mais Fait que est-ce là, que tu as eu peur la première fois que tu as pris ça à 10 ans? non, c'est ça, j'étais impulsif, euh, j'avais pas peur du danger. Je me suis tout le temps pitché pieds joints dans n'importe quoi sans regarder les conséquences. Fait que tout ce que j'ai consommé dans ma vie, je le consommais en excès. C'était quasiment pour en mourir. C'était vraiment ça. Fait que, puis tout ce que j'essaye aussi dans ma vie, que ce soit la drogue ou les défis, là, je me suis assagi beaucoup, mais ça a toujours été pieds joints puis tête baissée. Je suis un taureau, puis c'est ça que ça fait. Quand tu réussis monumentalement. Puis quand tu te plantes, ben, tu te plantes monumentalement aussi. Fait que, tu sais, les stimulants, les premières fois, quand j'ai consommé, ben, il y a eu de l'alcool aussi là-dedans. Euh, les stimulants, la première fois que j'ai consommé de la cocaïne, ça a été comme, hostie, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Ça a été un coup de foudre, ça a été quelque chose que je cherchais depuis longtemps, mais si je m'aurais jeté dans le snowboard ou dans le hockey ou dans un autre sport qui me procurait de l'adrénaline comme ça, j'aurais peut-être jamais viré en dépendant. Ouais. J'ai eu l'impression, en dedans de moi, d'avoir c'est comme un courant électrique qui me dit, écoute, ça te prend quelque chose qui te donne le feu, là. Il Mais faut que tu qu'est-ce qui a amené à ça? Qu'est-ce qui a amené ce besoin-là? Est-ce que tu le sais aujourd'hui? Non, je ne sais pas du tout. Ça fait partie du tempérament. Tu sais. Il y a des gens qui aiment mieux les sensations fortes, d'autres, des gens qui aiment mieux bon, le calme, la sérénité. Je pense que ça fait partie vraiment de ta personnalité. Mais j'aurais, si j'avais essayé autre chose, puis que ça aurait comblé ce besoin-là, je pense qu'on vient qu'on a un besoin maintenant parce qu'on a des lacunes dans notre jeunesse, puis on a besoin de s'actualiser, et de se trouver quelque chose qui nous passionne. Puis c'est le hasard, c'est le hasard qui fait en sorte que ce qui est sur ton chemin, c'est pas nécessairement toi qui le décides. C'est arrivé, c'est arrivé. C'est venu combler ce besoin-là, mais après ça, j'ai eu beaucoup de difficultés à décrocher. Je pense, avec les années, ça a été la facilité. Aussitôt que j'avais besoin d'adrénaline, mon cerveau, il va dans ce qu'il connaît. Fait que c'est plus facile d'aller s'acheter un gramme de coke que de s'acheter une motoneige puis d'aller monter monter des montagnes. Là. Il va avec ton budget, puis tu y vas dans ce qui est le plus accessible aussi. C'est pour ça que, à l'âge adulte, quand les amphétamines ont commencé à apparaître partout au Québec, ben, ça a été les amphétamines, c'était beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile d'accès au travail aussi, c'était ça. Travail de production. Fait que, Ouais. il y a un endroit où j'ai travaillé, qu'on était à peu près 150 personnes, il y avait 5 vendeurs là-dedans. Les citoyens arrivaient à la shop pour acheter des choses. Fait qu'à un moment donné, quand tu dis c'est assez, puis je veux décrocher de ça, c'est assez dur. Ben c'est vrai, puisque tu amènes le fait que, tu parles de la mécanique de l'école, le fait que, bon, un peu plus tard, tu étais dans la productivité, tu sais, ça fait très pas naturel, hein, quand on parle de l'humain, là, je trouve, là. Puis, tu sais, pour Ouais. aller, pour avoir un meilleur rendement, de consommer, tu sais, puis on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui prennent les médicaments Ritalin, Concerta pour être plus productifs. On parle d'infirmières, de médecins. Donc, oui. Mais là, toi, tu l'avais vécu de cette façon-là pour Ouais. performer, là. Ben, puis tu marques un point avec les médicaments, c'est que même si j'ai à peu près consommé tout ce qui existe à consommer, mis à part l'héroïne, mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait que tu adhères à quelque chose plus que d'autres? J'en ai vu des pharmacodépendants, puis je me suis dit, ça ne m'attire pas. On m'offre une loterie au dépanneur. Ça ne m'attire pas. Ce n'est pas un vice que j'ai. Mais tu sais, j'ai tombé dans l'ecstasy. L'ecstasy, on sait qu'on le prend pour des raisons kinesthésiques, pour avoir des sensations, tout ça. Moi, j'en prenais pour travailler. Tu sais, je prenais 4 ecstasy au début de mon chiffre de travail parce que j'étais un soudeur avant. OK. J'avais l'impression que ma main était en plein contrôle. Là.
Je finissais de souder mon cordon, puis mon floc s'élevait, puis il était fine touch. J'avais vraiment une bonne main. Pourtant, je voyais comme ça. J'étais dans les rêves. Là, j'avais des collègues, ils en prenaient une, ça vomissait en arrière des wagons. Moi, je commençais avec 4 parce que c'est l'excès, puis se dépasser, puis ci, puis ça. Fait que c'était vraiment, c'est une consommation On dit abusive. Ouais. Abusive, ouais, abusive et pas responsable. J'aurais pu, le bon Dieu me donnait un bon cœur parce qu'il aurait pu arrêter bien des fois. Là. C'est vrai. Ça a duré combien de temps, toute cette période de consommation-là? Mais moi, j'ai rentré en centre d'accueil à 13 ans. En centre jeunesse à Bécomo. C'est sur la loi de la protection de la jeunesse. Fait que c'était parce que je respectais pas des règles, je respectais mes parents. Je n'ai jamais monté le ton, ni même sacré après mes parents. Puis les tâches à la maison étaient faites. J'ai eu des bons parents, des parents stricts, des parents qui montraient l'exemple aussi, mais j'avais d'affaires à écouter. Il y avait une discipline qui était. On a eu des claques et tout, mais le fait d'être élevé dans une peur aussi, ça m'a donné un certain respect des autres. Malgré que ça m'a donné de l'anxiété aussi et de la difficulté à m'exprimer devant un groupe. Ça, on en reparlera. Mais du côté positif, ça m'a donné le respect des autres autour de moi. Sauf que c'est les règles que je ne respectais pas. Je ne rentrais pas à l'heure. Fait que là, mes parents s'inquiétaient. Bon, je manquais de l'école. Fait que j'ai été placé en centre jeunesse. J'ai resté de 13 à 18 ans. Puis pendant cette période-là, c'était très cadré, mais est-ce que tu arrivais pareil à soutenir ta conso ou il a fallu que tu arrêtes? Non, du tout. Du tout. Les seules fois où c'est arrivé, parce que j'allais à l'école externe. J'avais quand même assez des bonnes notes pour ne pas faire le scolaire à l'interne. Puis, vu que j'allais à l'externe, j'avais des gens qui étaient de Bécomo qui me disaient bon, mais peux-tu rentrer telle affaire? Fait que là, j'avais des rendez-vous, me collais des sacs de PCP sur le long de la cuisse, puis je rentrais ça au centre. On se pétait des tripes de PCP. Fait que là, je prenais un bain, je fermais ma porte, je m'alignais ça sur le bord du bain, là, je sortais, puis là, je voyais les intervenants, je fais OK, il ne faut pas s'apparaître. Mais c'était pas usuel, là. C'était de temps en temps. Puis, tu sais, je n'ai jamais adhéré, même si j'ai commencé à fumer du pot puis du hash, je n'ai jamais adhéré à ça. Ça n'a jamais collé avec ma personnalité. J'ai même tout le temps eu un jugement par rapport à ceux qui consomment du cannabis. Parce qu'au travers de mes amis, ceux qui faisaient des psychostimulants, hey, tu pouvais compter sur eux autres n'importe quand. C'est vrai. Tu avais à déménager, hey, tu avais besoin de bras. Hey, on va venir, on va être là. Puis là, ça te prend une TV 80 pouces tout seul, ça monte les marches avec ça. Puis les fumeurs de potes, là, ça, ah oui, je vais être là. Puis aussitôt que tu les appelais, ils voyaient ton numéro sur l'afficheur. Il était gelé dans le divan. Oublie ça, il n'y avait rien à faire. Fait que, tu sais, mon côté vaillance, tu sais, puis proactif, il ne colle pas avec ces gens-là. Je l'ai su en thérapie. Le directeur nous l'a dit quand il a fait son speech de fin. Il dit, tu sais, ce qui va être mauvais dans le 21e siècle, c'est pour les jeunes, c'est la consommation de cannabis parce que ça va attaquer ta motivation directement. Fait que quand tu veux tuer le développement de quelqu'un, attaque sa motivation. Ah, vraiment? Vraiment? C'est ça. Ben, ouais, le syndrome, on l'appelle le syndrome amotivationnel, là, ce qui fait que même en arrêtant de consommer le cannabis, il y a des gens qui vont garder ce rythme-là d'être absolument pas motivés. C'est vraiment problématique. Ouais. Donc, c'est comme un peu irréversible. Pas tout le temps, là, mais ça peut arriver, oui. Exact. Puis il y a des gens, qu'à ça, c'est légal, il y a des gens qui vont être capables de consommer à la maison après un job pour se calmer, au même titre que moi, je bois une tisane ou que je fais un mandala. Là, mais quand ça devient, c'est une loi de la tolérance. À un moment donné, ça t'en prend plus, ça t'en prend plus. Puis ça, c'est une loi qui est, d'après moi, qui est universelle pour tout le monde. Là.
Même pour l'alcool aussi. Ça va faire plus qu'1 an que je n'ai pas pris une goutte d'alcool. Oui. Mais je le sais que si je recommence, je vais me mettre des limites. Si je n'ai pas quelqu'un en arrière pour me ralentir, à un moment donné, je vais laisser tomber ma garde, puis ça va recommencer. Ouais. Je suis dépendant, puis je vais l'être toute ma vie. Fait que C'est j'ai beau quand travailler. est-ce? Ouais. Quoi? Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je peux travailler ces comportements à côté, mais ça, la fibre de la dépendance est toujours là. Ouais. Oh, oui. Ouais. Puis c'est quand est-ce que tu as comme compris qu'il fallait que tu te prennes en main à un moment donné? Ben, me prendre en main, ça s'est pas fait dans toutes les sphères d'une shot. Ça a vraiment été, OK, me prendre en main là-dedans, 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 là-dedans. Au fil du temps, dans chaque sphère où ce que je me sentais prêt. Tu sais, quand on parle de consommation, mais pour moi, tout le long de ma vie, j'ai consommé pour des différentes choses. Tu sais. J'évoluais, puis bon, ben, je savais que je ne consommais plus pour faire le party. Ça, c'était réglé dans ma tête. Je consommais pour être productif, je consommais pour ci, je consommais pour combler un vide. Fait que, tu sais, au travers, la consommation, c'est ce qui a pris le plus de temps. Mais les autres sphères de mon développement, ça a été, tu sais, aller chercher un papier à l'école. Mon premier papier, mon premier diplôme, ma première réussite qui a enclenché les autres. Après ça, ça a été la maturation, être responsable de mes actes. Payer mes Ouais. choses à temps, puis devenir un citoyen un peu plus responsable au niveau de ce que j'ai à faire comme citoyen. Ça, je l'ai fait. Après ça, là, est venue la consommation. Après ça, ça a été renouer des liens avec ma famille, etc. Après ça, j'ai commencé à me centrer sur comment je peux faire pour devenir une meilleure personne. Là, ça a été une pause dans ma vie où j'ai tassé du mauvais monde, j'ai commencé à rentrer, je me mindais à rentrer uniquement des mentors, des personnes beaucoup plus vieilles que je pouvais écouter, puis prendre des conseils, puis j'ai tout le temps eu une facilité avec les gens plus vieux que moi. Autant quand que je buvais, je travaillais dans un garage de machinerie lourde à Port-Cartier. Tous les midis, j'étais au forum, au restaurant avec 2 grosses bières. Oh, ça passe la balayeuse. Comme l'autre fois. avec 2 grosses bières, avec un de mes mécanos. Puis les gens plus vieux autour de moi, bon, ben, ils savaient j'étais qui. Puis là, hey, t'es petit-fils en Normand. Puis là, on commence à parler, des histoires de mon grand-père. Puis là, j'étais fasciné, puis je les écoutais. Fait j'ai tout le temps aperçu les aînés comme des puits de connaissances, puis des gens qu'il faut respecter, des gens qu'il faut écouter, puis c'est des gens qui ont envie d'être écoutés aussi, ils ont une soif de ça. C'est important pour eux autres. Puis je pense que ça m'a tout le temps touché. Fait que c'est ça. Ça a été une passe où je me suis dit, OK, ben, cette personne-là peut m'apporter quelque chose. J'ai commencé à m'entourer des modèles, finalement. Mais avant que cette passe-là arrive de trouver des modèles, est-ce que tu avais une certaine méfiance face aux autres? Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû développer ou naturellement tu faisais confiance aux gens? Ben, j'ai tout le temps, pour parler des gens, des aînés, j'ai tout le temps fait plus confiance aux aînés, parce que je le sais que pour la majorité, c'est du monde assagi qui n'ont pas les mêmes intentions au travers de la relation. Les gens plus de mon âge, les gens plus jeunes, tu ne sais jamais quel dessin il y a en arrière de ça aussi, que c'est quoi leur intention. J'ai tout le temps eu une crainte, oui, des fois pas assez. Je mets souvent l'image, écoute, c'est mieux des fois de faire confiance à 10 personnes, puis au moins là-dedans, tu en retires un bon, que de faire confiance à personne ou de les laisser rentrer au compte-gouttes. Oui, si tu les laisses rentrer au compte-gouttes, tu as des chances de prendre vraiment, de choisir vraiment la bonne personne à qui tu peux faire confiance, mais tu t'empêches de connaître plein d'autres mondes aussi, puis de détendre ta toile sociale.
Fait que, tu sais, ben, souvent, je faisais confiance à trop de monde. J'étais déçu. Tu avais un poignard dans le dos de temps en temps. Bon, tu fais des confidences à un, puis tu pensais que ça allait rester. Puis bon, ça se véhicule d'un bord puis de l'autre. Puis au moins, dans le tas, tu en as un que, écoute, lui, c'est vraiment une belle relation. Mais m'ouvrir aux autres, j'ai quand même tout le temps eu de la facilité parce que, tu sais, si tu as un historique de travailleur social dans ta vie, des intervenants, centre jeunesse, tu es habitué à t'asseoir dans un bureau puis de compter ce qui ne va pas, là. Fait que tu acquiers le langage de la relation d'aide. Puis ça devient une facilité aussi. Fait que quand tu sors et tu es en société, tu as beaucoup plus de facilité à te confier à d'autres que si tu avais des problématiques, tu t'étais mis dans un coin et que tu n'as jamais demandé d'aide ou que personne ne t'aidait ou que tu restes avec cette peur-là de te confier aux autres. Moi, je l'ai pratiqué, j'ai vu les bienfaits, fait que ça n'a jamais vraiment été un problème. Où ce que ça a été un problème, c'était face au groupe. Tout le temps tout le temps de me comparer aux autres meilleurs que moi, ceux-là qui ont plus de papier dans les poches, les gens qui ont plus de prestance, plus de charisme, qui sont mieux habillés, que si, ça, bon, on se compare en tant que femme, on se compare en tant qu'homme. Ça, c'est constamment, je ne suis pas le seul comme ça aussi. Sauf que moi, je pense que toute mauvaise habitude est comme toute bonne habitude. Il faut que tu la pratiques aussi pour avoir à passer au travers. Fait que, si j'ai commencé à fumer, si j'ai commencé à consommer, j'ai commencé à faire toutes mes conneries. Je l'ai fait parce que je me suis pratiqué, puis à un moment donné, je suis venu bon. Fait que, c'est le parler devant un groupe, le bien s'exprimer. À un moment donné, c'est avec la pratique. Oui. J'ai le dernier show du transit qu'on a fait, ben, le dernier puis le premier aussi, c'était avec Dan Bigra. Dan Bigra qui nous a fait qui nous a donné le plaisir de l'avoir pour ce show-là en tête d'affiche. Ça a toujours été un modèle pour moi, Dan, même si je ne suis pas super sur sa musique. Chacun ses goûts. Mais lui, en tant qu'homme, en tant que critique, en tant que défenseur des gens vulnérables, ça a toujours été un modèle. Son franc-parler aussi. Vraiment. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé tout seul avec. Puis j'ai dit, écoute, de qu'est-ce que je peux bien y parler de profond, puis que je peux avoir un peu son avis là-dessus. J'ai dit, j'ai dit, bon, moi, je parlais de ma comparaison aux autres. Que des fois, j'hésitais à la radio, à la TV, la façon dont que je parle, je me comparais, puis je trouvais que je parlais moins bien que les gens, non. Oui, mais c'est vraiment qu'est-ce que tu m'avais dit au début, puis que là, moi, j'ai dit, hey, ben moi aussi, je suis comme ça. J'ai dit, je regarde les autres personnes parler, les psychologues parler, puis je suis comme, tu sais, j'ai comme honte un peu. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, coudonc, faut risquer pareil. Puis des fois, le monde me dit, ah, ben non, on se reconnaît dans comment tu parles. Fait que, tu sais, des fois, on se doute pas. Mais. Mais là, continue, hein, je t'ai comme coupé en plein avant le punch. Mais c'est ça qui est important. Là, il me regarde et il me dit, t'es qui, toi, pour décider de ce qui est normal? Tu sais, y a-tu la normalité, est-tu écrit à quelque part? T'sais? Là, je lui ai dit, hey, merci. J'ai dit, tu viens de faire un travail d'une vie de psychothérapie, tu as tout réglé. Je sais, c'est super. Mais c'est vrai que ça a réglé beaucoup de choses parce que, puis, mis à part lui, il y a du monde qui m'ont dit, ben écoute, il dit, tu parles authentiquement. Il dit, puis les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est de l'authenticité. C'est important. Puis, tu sais, même si toi, tu te juges, ben, le monde a beau te dire n'importe quoi de positif, tu vas tout le temps juger pareil. Tu sais, je me dis, c'est pas nécessairement une mauvaise chose de juger, ça te permet d'être meilleur, ça te permet de te dépasser aussi. Le jugement est sain, mais pas trop. C'est comme n'importe quoi. Mais là, pour que les gens comprennent, je veux dire, là, aujourd'hui, tu n'es plus soudeur. Non. En fait, ta place au niveau professionnel est quand même particulière. Tu sais, quand même, est-ce que tu veux un peu nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je vais faire une petite chronologie de mes études, puis
pour en venir à où ce que je suis là aujourd'hui. Tu sais, dans mes premiers jobs, bon, ben, ça a été les restaurants, les conciergeries, etc. J'ai tout le temps aimé la conciergerie parce que dans ma tête, c'est tout mélangé. Puis moi, je suis bon dans le ménage parce que j'ai l'impression que ça reflète, ça vient arranger ma tête finalement. Fait que ça a tout le temps été une job que j'ai bien aimé puis que j'excellais aussi. Fait que j'ai été concierge chez Walmart, la dernière place où j'ai fait de la conciergerie. Puis je me suis j'avais quand même pas mon secondaire 5, mais j'avais assez de préalable pour faire un DEP. Fait que mon parrain m'a dit, écoute, tu as une main d'artiste, tu serais peut-être bon soudeur. Fait que moi, je me suis dit, bon, mais c'est peut-être pas ce que je veux faire dans la vie, mais ça me prend de l'argent bien fait, vite fait, une stabilité, fait que je m'en vais là-dedans. J'ai fait mon DEP de soudage-montage ici à Sept-Îles, qui était deux de mes plus belles années, là, vraiment. Là, c'était un groupe un beau groupe, on se faisait du fun, on avait des projets, puis là, j'ai pris la twist en soudure assez facilement. Fait que j'ai diplômé, puis après ça, j'ai été chercher mon secondaire 5 parce qu'il fallait juste que je termine mon français. Fait que j'ai été chercher mon vrai secondaire 5, mon vrai diplôme. Fait que ça a été mes 2 premiers papiers. Je n'avais pas encore mes permis de conduire. J'ai été chercher mes permis de conduire. Fait que là, 3 réussites. Ça a commencé à s'accumuler. J'ai soudé 10 ans de temps environ. 8, 9, peut-être plus 9 ans. Puis là, ben, ça a été de shop à shop. Là, je traînais des problèmes de consommation de l'alcool, les amphétamines aussi. Mais je travaillais bien parce que j'essayais d'acheter aux yeux du monde mon défaut. Fait que quand j'étais là, je donnais mon 300%, puis je faisais de l'overtime. Quand j'étais trop frippé, je ne rentrais pas. Mais là, ils se disaient tous, ben écoute, il nous sort de la job terrible, fait qu'on va fermer les yeux là-dessus. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, quelqu'un dise, hey, on ferme plus les yeux. C'est assez. Mais Puis, c'est bon, bon ce que tu amènes, hein? Qu'il fallait que tu te rachètes aux yeux des autres, c'est ouais. ça que tu as dit? Ben oui, tu sais, moi, je pense, il y a des gens qui consomment, tu vas avoir à peu près, moi, je vois 2 types, là, tu sais. Il y a des bons consommateurs, des mauvais consommateurs. Il y a du monde qui s'en corps lune. Puis, il y a des gens qui font comme, je sais que j'ai un problème, fait que je vais essayer de me racheter Mais en c'est donnant plus d'autres choses, tu sais. Mais c'est tellement là, un point important, puis de toute cette symbolique-là des gens qui vivent comme s'ils seraient endettés, tu sais, puis il faudrait qu'ils en fassent plus, tu sais, c'est comme une symbolique qui est assez présente, là, dans notre société, puis c'est vrai, je trouve ça le fun quand tu le nommes comme ça. Puis, ben, c'est ça, fait qu'il y a une thérapie là-dedans aussi. Puis quand que je suis revenu sur la map, l'entreprise pour laquelle je travaillais avait vendu un consortium de la Côte-Sud. Bon, puis je voyais un peu les avantages qu'on avait eus, l'esprit de la shop aussi. Puis il y a des choses qui s'envenimaient, puis je me dis, ça ne t'offre pas. Fait que là, j'ai mes préalables pour aller au cégep. J'en profite-tu pour changer de carrière, ça? Fait que c'est un choix que j'ai fait. Ma conjointe m'a aidé là-dedans aussi beaucoup. Je suis retourné aux études en éducation spécialisée. Puis encore là, je m'avais tout le temps dit, c'est un métier que je veux faire, mais je veux le faire quand je vais être prêt. Tu sais, quand je vais avoir arrêté de faire des conneries. Puis bon. Puis quand que je suis arrivé en éducation spécialisée, j'étais prêt, mais il me restait encore des relents de boissons, ici, puis ça. Fait que là, je me suis dit, écoute, faut pas que je fasse en sorte que ça brime mes études. Parce que quand j'ai fait mon cours de soudure, hey, je pense que j'ai manqué la moitié de mon scolaire au complet. Puis dans ce temps-là, c'était moins sévère, puis les professeurs étaient là, ouais, il passe ses examens, il a une bonne main, on va le garder. Mais je travaillais de nuit aussi en même temps comme concierge, puis je buvais au travers. Fait que des après-midi, je n'étais pas là. Puis, mais au cégep, c'était pas pareil. Là, il s'est passé 10 ans, là, fait que Mm. c'est beaucoup plus sévère. Tu n'avais pas à manquer beaucoup. Puis moi, je n'avais jamais ouvert un ordinateur. À tes souhaits. Merci. J'avais jamais ouvert un ordinateur, mais je détestais ça pour mourir, les ordi. Puis au cégep, ben, il a fallu que je fasse mes travaux complets, mes présentations. Fait que
je me suis démardé. Je pense que j'ai excellé quand même. Je suis content de tous mes résultats. J'ai eu une bourse aussi pour ça m'a surpris, par exemple, une bourse pour métier non conventionnel. Ah ouais? Je suis un homme. On était deux gars dans le groupe. Mais moi, quand j'ai vécu le centre jeunesse, j'avais quasiment plus d'hommes intervenants que de femmes. Fait que quand je me suis aligné là-dedans, je me suis dit, écoute, il va y avoir des gars partout. Et non, Caroline, tous des cheveux longs. Fait que là, j'ai dit, comment je vais faire passer au travers de ça? Quand on passait des modules de violence conjugale, puis tu sais, t'as 20 filles contre toi, là. Là, tu fais valoir tes points, là, tu marches des œufs, c'était pas évident. Mais c'est un Moses de bon groupe pareil, puis des belles années encore là. Fait que j'ai diplômé de mon AEC en éducation spécialisée. J'ai été travailler à Manikénétiche, qui est une école secondaire autochtone ici à Sept-Îles, à Ouachat. Puis j'avais une classe de troubles de comportement. Hmm. Fait que j'enseignais en collaboration avec, en travail d'équipe avec un orthothérapeute. Puis ça s'est super bien passé. Le directeur a dit, écoute, moi, votre mission, c'est que je ne veux pas voir un flot en avant, à la direction. Fait qu'on a passé l'année et on ne l'a jamais envoyé. Hein. Fait que ça a été une réussite. Puis en plus de ça, M. Caron me dit, débrouille-toi en anglais. Notre saut pas pire, là. Il dit, tu peux être professeur d'une classe de pré-secondaire en anglais, de jeunes autochtones. Ben, j'ai dit oui, pourquoi pas. Ben, il dit, j'avais 6 cours sur 9 jours, qu'il fallait que je fasse tout mon matériel moi-même. Il m'avait donné des livres pour leur remettre, c'était déjà commencé à écrire dedans. Je lui ai dit, non, non, non. Je vais prendre le défi pareil, puis il était 27 dans le groupe. Fait que, Quand même. j'étais professeur d'anglais, Caroline. Mais qu'est-ce qui était le fun, par exemple, c'est jeune à problème. Hein? À un moment donné, Ouais. quand je voyais que ça n'écoutait pas, je dis OK, on ferme les livres. De quoi vous voulez qu'on parle? On parle de drogue, on parle de violence, on parle de ça, on parle de ça. Puis là, on rentrait dans les histoires. Les jeunes et nous sont passionnés par les histoires, puis tout ça. Puis quand tu rentres dans tu montres que tu es vrai, puis tout ça, ils embarquent, puis ils aiment ça. En tout cas, ça a été je suis tombé en amour avec la culture carrément, puis je gaulais au hockey dans les options sportives. Fait que là, je créais un lien, puis moi, j'ai vraiment apprécié l'expérience. Sauf qu'il y a eu des coupures après. Bon, fait que j'ai transféré au Transit. Transit, qui est une maison d'hébergement pour personnes qui se ramassent à la rue et en situation d'urgence. Puis mon directeur m'a dit, écoute, on a des sous pour créer un programme d'accompagnement. On va commencer à suivre des gens à l'externe, etc. Fait qu'on a développé ça ensemble. Ça a été mon poste qui est aujourd'hui qui est occupé par Alex, qui est un de nos employés qui fait un super bel job. Puis moi, quand M. Nadeau est venu qu'à prendre sa retraite, il a offert un peu qu'il voulait prendre le poste. Fait que, quand il me l'a offert, j'ai dit bon, ben, je vais prendre le défi. C'est un autre défi. C'est de la gestion. Je ne sais pas comment je vais réagir. Je ne sais pas comment je vais manœuvrer ça, mais je suis bien prêt à le prendre. Fait que, tout en sachant qu'il y avait ma bête noire, des micros, puis des caméras, puis ci, puis ça, puis de mettre ma face en premier plan là, sur le public. Je n'aimais pas ça parce qu'en intervention, ce que j'aimais, c'était derrière la couverte. Là, ta job, ben, c'est de la job de l'ombre. J'aimais ça, parler avec une personne dans un bureau, échanger, mettre en pratique aussi ce que mes mentors m'avaient donné comme matériel, les approches, etc., les feuilles de questions, les mythes. Là. Puis aussi, je pense que ça vient peut-être rechercher le côté de toi qui était même enfant, plus solitaire, là. Oui. Ben, c'est juste la gestion. En intervention, c'est très solitaire parce que ici, c'est un milieu où c'est beaucoup de relations d'aide humain à humain, pas d'activité de groupe ou presque. On en implante, là, on va en implanter pour la prochaine année, mais
quand j'ai étudié en éducation spécialisée, on nous parlait de clientèle. Puis moi, je ne me voyais pas faire des activités de groupe à un gros groupe. Tu sais, mettons, faire du yoga avec des personnes âgées, tout ça. Non, non, non. Fait qu'il y avait des clientèles, je voulais moins. Que je sentais que c'était moins, ça connectait moins avec moi. Excusez, pardon, c'est le café. Puis, là, pourquoi j'ai été en éducation spécialisée aussi, c'était parce que je voulais travailler en centre jeunesse avec ma gang de boys. Je voulais vivre je voulais faire ce que j'ai vécu moi-même. Tu sais, les intervenants, on jouait au hockey. Quand ils voyaient qu'on ne filait pas, ils nous débarraient de notre chambre pendant la sieste, ils nous amenaient dans le gymnase, sacraient des volets. Tu sais, c'était hot. C'était vraiment un bon lien. Ben, tu sais, des volets, on s'entend. C'était Ouais. l'été. Fait que, mais quand j'ai vu maintenant ce que les centres jeunesse, sans parler en mal des centres jeunesse, ça, je pense que les intervenants, pour la plupart, c'est des intervenants de cœur aussi qui sont Ben là. oui. Mais ça ne représente plus ce que moi j'ai vécu, pour plein de raisons. Fait que, plus de contact physique. Nous, dans mon temps, on avait des albums photos avec toutes nos activités, les campings dans le bois, tout ça. Maintenant, ils n'ont plus le droit à ça à cause de la confidentialité. Ça fait que c'est beaucoup. C'est déshumanisé contrairement à ce que moi j'ai connu. Oui. Fait que je ne voulais pas y aller là-dedans. Ça m'aurait plus brisé le cœur que d'autres choses. Fait qu'en itinérance, c'est un laboratoire. Dernièrement, on a eu quelqu'un de sinistré, quelqu'un qui est en attente, tout simplement, 2 troubles de personnalité limite plus, toxicomane, alcoolique, femme victime de violence conjugale. Fait que, tout ça ensemble. Fait que là, il faut qu'on apprenne à dire, OK, quelle approche que je prends? Où est-ce que je m'enligne avec ça? C'est déstabilisant, puis c'est le fun aussi parce que tu essayes. Puis... Mais en gestion, c'est vraiment du. Moi, je suis day-to-day, là. Je règle les choses au fur et à mesure, mais là, il faut que j'apprenne à m'organiser, mais c'est des défis constamment. Fait que mon besoin de défi est comblé. Mon besoin d'adrénaline aussi est comblé. Parce que, bon, l'adrénaline, des fois, je la crée, puis je la crée par exprès. Ah ouais. Si tu planifies trop tes choses, tu n'en auras plus d'adrénaline, tu es planifié. Ben là, ça revient dans la mécanique, là, comme tu parlais, là. Puis là, l'ennui, elle tombe dessus, puis là, oh ouais. Des fois, c'est le fun d'être à l'ordre dans ces dossiers, de contrôler tout ce que tu peux contrôler. Puis de dire, OK, bon, ben, tel dossier rendu à telle place. Non, non. Puis tu t'enlèves une dose de stress et d'anxiété. Mais quand tu gardes une partie que tu te prépares moins, puis ça, puis tu arrives à la date limite, tu fais comme, oh fuck, j'ai oublié ça. Non, puis là, ton défi, puis ton adrénaline embarque. Ben, c'est souvent, écoute, ce que je vois beaucoup chez les gens, c'est qu'ils vont planifier, même leur journée de congé, ils vont planifier leurs vacances, ils vont tout planifier, puis à un moment donné, ben, le place à la spontanéité, tu sais, l'humain, c'est quelqu'un de spontané, là. Tu sais, avant, on vivait pas dans les villes, puis on n'était pas planifié, on se planifiait avec le soleil, tu sais. Fait que là, on est rendu seconde près, puis samedi soir, je m'en vais à tel souper, puis dimanche matin, je m'en vais chez Tante Linda, puis bref, tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est comme, on n'est pas, c'est ça, on implante un peu la mécanique partout, puis la productivité, puis on meurt tranquillement là-dedans sans s'en rendre compte, hein? Ouais, puis quand tu parles de ça, j'ai une phrase en tête qui m'a tout le temps bien fait rire. Arnold Schwarzenegger disait, t'as pas le temps d'aller t'entraîner, ben il dit dors plus vite. Faut dormir plus vite. Puis tu sais, moi je pense que quelque chose que j'aimerais bien couper justement dans ma journée pour avoir plus de temps pour vivre des belles choses, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je me rends compte à la fin de ma journée, mon Dieu Seigneur, j'ai passé du temps là-dessus. T'es la 4e personne qui m'en parle en 2-3 jours. Ah ouais? Une directe un matin avant notre entrevue. On dirait cette semaine que les gens me disent ça, qu'ils réalisent ça. Mais ce que je dis, c'est vraiment choisir ce qu'on voit.
Tu sais, par exemple, moi, ça fait longtemps que les nouvelles, ça fait plus partie de mes réseaux sociaux, toutes les pages de nouvelles, toutes les pages, tu sais, je lis plus les commentaires non plus, puis je garde juste des pages qui parlent de furets, des groupes de furets, parce que je tripe ces furets. Fait que, tu sais, ça devient comme... mais sinon, tu sais, tu me parlais tantôt de la comparaison. Tu sais, quand tu étais comme atteint de ça, tu sais, de te comparer à la baisse, mais c'est Ouais. sûr que ça amène ça aussi, là. Tu sais, oui, ça amène ça. Pour moi, les réseaux sociaux, par exemple, sur l'aspect comparaison, c'est casé, ça fait longtemps. Tu sais, je me fie pas là-dessus parce qu'il y a tellement de pas vrai. Là. Tu sais, j'ai reçu une vidéo d'une femme qui était ultra maquillée, puis elle se démaquille toute. Fait qu'on, oh fuck, elle enlève son dentier. Tu sais, fait que tu sais qu'il y a beaucoup de parures. Là où, ce que ça me, où que ça vient me chercher, c'est vraiment à la base, le réseau social, moi, ce que j'aimais, c'est le débat, de un, puis la source d'humour. Tu sais, des vidéos drôles, puis tout ça, ça venait combler mon besoin de rire, mon besoin de faire rire aussi mes chums. Des fois, j'envoie des vidéos à des chums, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, fait que ça contribue à garder un lien, puis c'est comique. Mais le débat, je pense que hey, ça s'est perdu, ça n'a pas de maudit bon sens. Tu sais. Moi, j'aime débattre, j'aime parler des idées, mais s'il n'y a pas de nuance à nulle part, c'est noir c'est blanc, c'est débile. Là. Puis bon, j'en ai parlé à mon psy. Fait que, tu sais, tu as tendance à vouloir voir l'être humain comme trop bon. Puis ça, tu crées des attentes aussi face à ça. Fait que quand que toi, tu commandes quelque chose, tes attentes ne sont pas respectées parce que tu as une réponse à laquelle que tu te dis comment qu'on peut répondre ça. Puis ça va C'est passer. vrai. Là, je me retiens ces réseaux sociaux parce que avec le poste que j'ai, il ne faut pas non plus que je fasse attention à ce que je dis aussi. Il ne faut pas trop j'en mettre, il faut faire attention à mon langage. Puis tout ce qui est politisé, un organisme va marcher avec des subventions, des choses comme ça. Fait que ne pas prendre part à un parti plus qu'un autre. Puis bon, il y a eu Richard Martineau, mon grand ami Richard, qui en sort souvent des vertes des pommures, puis qui te fait mettre le poil de ses bras. Mais il faut que tu fasses attention. Il sort un article comme de quoi que pour chier sur ceux qui ne se font pas vacciner. Il dit, bon, il dit, vous ne savez pas à quel point je conchis sur vous. Vous êtes des égoïstes, des sans-cœurs, des ci, des ça. Puis ça, c'est le plus faible qu'il a dit. Là. Tu sais, il a continué les insultes. J'ai dit, écoute, j'embarque-tu là-dessus ou j'embarque pas? Fait que moi, j'ai écrit un commentaire. Puis chaque commentaire que j'écris, je m'arrange pour qu'il soit poli, posé. Que si je le lis moi-même, est-ce que je vais trouver une phrase pour dire de quoi contre ça? Puis après que j'ai passé tout mon screening dans ma tête, là, je pèse sur Enter, tu sais, quand je suis sûr. Fait que j'ai écrit un petit quelque chose, j'ai dit, écoute, moi, c'est pour des commentaires comme ça que je me suis fait vacciner, parce que j'ai été écœuré du jugement. J'ai été écœuré qu'on me dise que j'étais un ci puis un ça, juste parce que je doutais. Tu sais, je ne suis pas contre le vaccin, je ne suis pas pour. J'étais dans une passe où ce que je doutais parce que tu as tellement d'informations qui rentrent. C'est normal de douter que si tu es bombardé d'informations, si ton idée n'est pas faite. Le premier qui me répond, il dit, je te souhaite de mourir d'un variant en 3 jours. Ouais. Là, tu Mais fais, toute l'énergie psychique que ça prend, là, je trouve tellement que ça vaut pas la peine. Tu sais, mettons, OK, il faut que je me force à écrire un texte, il faut que j'utilise mon jugement, mon discernement, il faut que ce soit. Tu sais, tout ça pour finalement, tu sais, ça aurait pu être complètement enlevé de la journée, puis tu aurais eu plus d'énergie pour autre chose, tu sais. c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que, tu sais, dans le travail, là, dans ton travail aussi, maintenant, on vient tellement. On a tellement de connaissances sur les comportements de l'être humain que ça ne nous atteint plus. Puis c'est bien fait, là. C'est comme intervenant ou comme psychologue ou comme n'importe qui fait un travail en relation d'aide. On a intérêt à comprendre tous les comportements parce que ça va avoir un effet bénéfique sur notre santé mentale à nous autres. Si, Mais
en même temps, c'est à double tranchant parce que justement, moi, il y a bien des choses sur les réseaux sociaux qu'il faut que je bloque parce que ça peut me mettre tellement tu sais, hors de moi, tu sais, quand on parle de surdiagnostiquer des enfants, tu sais, de les gens qui s'autodiagnostiquent eux-mêmes puis qui se victimisent avec ça, ou toute la passe des mères ordinaires, que c'est vraiment drôle, tu sais, de rire de mon enfant puis tu sais, de dévoiler ça à tout le monde. Tu sais, moi, c'est ça, c'est bloqué, 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 puis je veux pas que les gens m'en parlent parce que ça peut me rester dans la tête une journée de temps. Ouais, non, Là, c'est sûr. là, je l'ai peut-être déclenché, là, puis la journée, je vais... Non. Et, tu sais, comprendre les comportements, c'est ce qui va faire en sorte qu'une de mes personnes ici va péter une crise. Puis à la place de ça m'atteint moi, ou même s'il manque de respect, émotivement, je vais être stable parce que je comprends son comportement, je ne le mettrai pas à la porte pour autant. Mm. On a chacun nos limites. Moi, quelqu'un qui m'envoie un l'os, ça me coule sur le dos comme sur l'eau sur le dos d'un canard parce que je le sais qu'en arrière de ça, il y a quelque chose. Mais on n'a pas la même limite. Chacun, un de mes intervenants va dire écoute, moi, c'est trop. Ça manque de respect, puis contrat de réintégration, ou ben non, une expulsion, tout dépendamment du cas. Mais tu comprends tellement les comportements que ça te garde stable dans ton émotion face à l'intervention. Parce que tu Ouais. comprends. Mais au niveau des réseaux sociaux, je fais comme, je comprends pas. Ben, Là, il c'est venu manque dans beaucoup d'informations aussi, là. Sur les réseaux c'est- sociaux, c'est une machine, tu sais, je veux dire, on voit pas l'humain, là, du tout, fait que c'est vrai qu'il y a il manque des infos, fait que... ouais. Mais c'est un point qui est vraiment important, je l'entends souvent, là, cette semaine, les derniers jours, c'est fou, je pense qu'après un an, les gens ont peut-être aussi un quota de passer la majeure partie de leur temps sur les réseaux sociaux, tu sais, fait que la COVID a amené ça, tu sais, un espèce d'accélérateur de prise de conscience, tu sais, ceux qui ont des problèmes d'alcool réalisent, en tout cas, je vois qu'il y en a qui réalisent plus vite qu'ils ont un problème là-dessus, ceux qui sont pas bien en couple le réalisent plus vite aussi qu'ils sont pas bien parce qu'ils sont ensemble, tu sais, fait que j'ai l'impression que ça accélère les prises de conscience, tu sais, le bon côté de la patente, là, au lieu de le réaliser dans 10 ans, mais la personne, elle le voit comme en un an, tu sais. Ouais, puis tu sais, aussi l'ordre de perception de l'information. Tu sais, moi, si je scrolle des commentaires, hey, ça fait tout. Tandis que si tu focuses à lire un livre, tu es dans le moment présent, puis tu as le contrôle de la lecture. Tu sais. Je prenais un médicament pour mon déficit d'attention, puis j'ai fait, tu sais, là, je lisais des choses. Ouais, c'est pas fou. Les gens qui consomment des stimulants, bien souvent, ils découvrent que c'est parce qu'ils sont en déficit d'attention, puis ils viennent médiquer ça aussi avec ça. Ça me surprendrait bien gros. J'ai arrêté le TDA à l'âge de 10 ans. Mais je dis, OK, ben avant, je vais commencer par. J'arrête ma médication parce que c'est vrai que j'étais plus focus. Je vais prendre des habitudes aussi pour essayer de contrecarrer ça. Plus de légumes verts, moins de café, Ouais, ben oui. plus d'eau. Quand j'ai commencé à lire, là, je ne suis pas constant dans la lecture. J'aime pas nécessairement m'asseoir avec un livre. Mais j'ai découvert que les journées où ce que je le faisais, Ça même une s'apprend. demi- même une demi-heure, trois quarts d'heure, j'ai vu les effets. Et Fait que, voilà. Oui, oui, oui. les faux diagnostics, les ci, les ça, là. Moi, Ah, je mais vais ça, pas. là. Mais non, mais tu sais, ton exemple avec le livre, là, c'est que ça s'apprend rien faire. Souvent, c'est Ouais. qu'est-ce que je prescris aux gens. Garde, jusqu'à temps qu'on se revoie, là, faut que tu fasses rien. Pendant 10 minutes chaque jour, prends-toi 10 minutes, va t'asseoir, fais rien. Puis les gens, là, c'est arrivé une fois que quelqu'un le réussisse. Mais sinon, les gens, là, faut vraiment qu'ils mettent en pratique. C'est Comment? vraiment pas évident. C'est vraiment Non. pas évident. Puis Tu sais, j'ai pourtant, même un des bons trucs que j'ai eu pendant longtemps qui a marché, c'était de décrifer Facebook sur ton téléphone. Je retiens mes mots des fois. Sur ton téléphone. Tu le gardes juste sur l'ordinateur, ton Facebook. Fait qu'au ouais. moins, quand tu y vas sur l'ordinateur, tu ne l'as pas à portée de main. Tu gardes ton Messenger tes messages, mais il reste que Ben, ça m'a vraiment aidé, ça. ben, effectivement, ça prend des trucs.
Ça ne fait que commencer, tu sais. Là, on va devoir conclure bientôt, mais tu sais, pour boucler toute cette patente-là, le reste que les dépendances, c'est l'enjeu, tu sais, du 21e siècle. Puis que plus ça va, moins les gens sont capables de tolérer une souffrance interne. Puis tout est à disposition pour fuir, dont les écrans, que ça a un effet hypnotique sur le cerveau, tu sais. Fait que Ouais. il faut accepter que parfois on souffre d'envie, puis la souffrance, quand on est en contact avec, ça nous permet de faire des choix, de l'utiliser comme un tremplin, puis comme toi tu nous as expliqué aujourd'hui, ben tu as appris beaucoup de la détresse que tu as vécue, puis aujourd'hui tu l'utilises pour aider les autres. Fait que tu sais, c'est quand même bien de, à un moment donné, confronter ce qui nous fait souffrir, tu sais. De le conscientiser, puis bon, de l'affronter. Ah, Puis, comment? c'est la souffrance, tu sais, quand on me parlait, on m'a souvent dit, écoute, tu vas faire tu dois être un super de bon intervenant parce que c'est à cause de ce que tu as vécu, puis tout ça. Je dis, écoute, c'est pas nécessairement ça, parce que je me suis rendu compte que les outils aussi sont importants. Tu sais, oui, ta souffrance, ce qui fait que tu es un être humain, c'est que c'est ce que tu as. Ben, pas ce qui fait que tu es un être humain, mais c'est ce qui fait que tu es toi, c'est ce que tu as vécu, ton cheminement, tes souffrances, puis tes souffrances que tu as vécues vont résonner chez l'autre. Tu vas ressentir ce qu'il ressent parce que tu résonnes à ça. Ça te rend plus humain sur le langage émotif avec les autres. Mais si tu aides juste les gens avec ton vécu et qu'il te manque des outils avec lesquels le faire travailler, ben, tu vas finir, tu vas avoir un suivi de 2 ans avec quelqu'un avec qui tu vas avoir un super de bon lien, mais la personne ne va pas encheminer. Ça, c'est Tu vrai. vas lui demander, hey, c'est qui tes personnes significatives dans ta vie? Ben, David, il est là. Ouais, mais tu sais, mais j'ai cheminé avec, pas nécessairement. Moi, j'ai suivi des gens, les premiers temps que j'ai sorti de l'éducation spécialisée, avec des super de bons liens, ça allait bien, le courant passait, tout ça. Puis 2 ans, il ne savait rien vraiment passer. Puis cette personne-là s'en va dans un autre service, là, tu vois, tout, elle augmente, elle chemine, puis ça va super bien. Tu fais comme, OK, on avait un bon lien, mais pas d'outils. Mais en même temps, ce lien-là a servi à le sécuriser, ce qui est un ingrédient principal pour passer à l'action. Oui, ça a des bons côtés, c'est sûr. Mais bref, c'est action, sécurité, affection. En tout cas, c'est Boris Cyrulnik qui disait ça, mais tu sais, ce lien de confiance-là a vraiment servi à sécuriser la personne pour après explorer, puis let's go, là. Je connais bien Boris, on va aller prendre un café là, après. Hein. Avec Boris puis Dan. Ouais, Boris Pidam. Ouais. Fait que, hey, mais écoute, je trouve, puis en plus, c'est ça, aujourd'hui, c'était une journée spéciale vu que c'était ta fête. Toi qui n'aimes pas les fêtes, ben en tout cas, bonne fête pareil. Puis, Ouais. ouais, ça te fait combien de La temps, même journée. là, d'arrêter de consommer, là? Hein? Ça fait combien de temps actuellement, là, aujourd'hui, que tu as arrêté de Ah, consommer? plusieurs années quand même. L'alcool, c'est plus récent. L'alcool, ben, ça n'a jamais été. J'avais plus de raison de boire. Là, tu sais. Pas de party, pas rien, juste pour relaxer le soir un peu. Puis c'était juste à cause que j'avais une fibre épicurienne. Là, tu sais. Avec l'avenue des microbrasseries, ben, tu arrives devant le rack, tu fais comme, OK, c'est quoi je goûte? Mais je suis pareil avec les fromages, je suis pareil avec plein de choses, le chocolat, des choses de même. Fait que, un moment donné, je me suis dit, écoute, c'est contre-productif de se mettre en forme et de boire 1 litre de bière à tous les soirs. Fait que, Ouais. comme ça, tu sais, si je continue comme ça, je ne verrai jamais mes abdos. Tu sais. Fait que, tu sais, puis la consommation, je veux dire, ça va toujours faire partie de ma vie. On n'est jamais à l'abri de la rechute. Fait que, tu sais, il m'arrive à mener un voyage de pêche, ça va peut-être arriver. Tu sais, je n'ai pas d'attente. Tu sais, j'ai pas, je me laisse vivre ce que j'ai à vivre. L'important, c'est de prendre les responsabilités quand ça t'arrive, quand la rechute est là, puis de plier peinture, puis d'accepter que tu t'es planté, puis d'apprendre de ça, puis de te remonter, tout simplement. Une rechute, c'est pas la fin du monde. C'est
Ben, c'est pas la fin du monde, sauf que des fois, ça conduit super loin, là. Oui, ça c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est si je peux aider des gens à pas être trop dur envers eux autres mêmes quand ils rechutent. C'est mon intention derrière ça, là. Oui, C'est-à-dire que t'es pas un bon à rien, t'es pas. Tout ce que tu as entrepris, tu ne l'as pas tout chié d'une shot, là, tu sais. Il est encore là. Ce que tu as fait, tu l'as fait. Puis lève-toi puis continue, tout simplement. ouais. Les gens qui rechutent sont vraiment envahis par la honte. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, hein, cette... Ouais. Mais, oui, Qu'est-ce qui est empoisonnant aussi, c'est- ou la honte, oui, quand que les gens le savent, mais quand tu rechutes puis personne ne le sait, ou toi tu le sais. Fait que, c'est empoisonnant. vraiment. Ben oui, vraiment. Fait qu'écoute, on a passé quasiment 1 heure d'entrevue, hein? Ouais, Mais oui, puis on aurait pu continuer pendant 24 heures d'affilée, hein? facilement. On aurait épluché tous les livres, là. Oh, ouais, ouais. Mais écoute, Euh, c'est ça qui est cool, hein? C'est d'y aller un peu. Puis, tu sais, on s'était parlé une fois pour des informations plus précises. Fait que, tu sais, j'ai appris à te découvrir en même temps que les autres personnes qui ont écouté le Zoom. Mais écoute, c'est ça qui est agréable, hein? C'est d'y aller vraiment comme ça, ouais. humain à humain. Puis, il y a les sujets qui sont sortis, puis je trouve que tu as amené vraiment des points intéressants. Vraiment, là, Ouais, je trouve ça cool. c'est une passion, hein, puis et des fois, il y a des choses que tu ne te rappelles pas, mais au fil de la conversation, voilà, l'information en revient. Exact. C'est le fun. Oh oui. Fait que, Ah, écoute. hein, peux-tu mettre de quoi? Oui. Un Ouais, peu, tu là. peux dans les réactions. Ah, Ouais, yeah. Bon, cool. Fait qu'écoute, on se repogne, on se rejase. Passe ouais. une belle journée de fête. Mhm. Puis, continue de devenir de plus en plus toi-même, puis d'aider les gens aussi à le faire. C'est ça. On fait Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à faire du mal autour de moi. Puis là, j'essaie de gagner mon ciel si elle existe. Je voudrais bien arriver en haut et dire, OK, hey, tu sais, dans la balance, je suis pas pire. J'ai-tu fait assez de bien pour rattraper un peu le mal que j'ai fait? Hey, ça, c'est comme qu'est-ce que tu faisais en soudure, là, Ouais. de Ouais, racheter ta exactement. dette. Tout est une affaire d'équilibre. Ouais, Vraiment. ouais. Fait que c'est cool. Écoute, je te laisse là-dessus. Good. Je vais filer à mes patients. Puis, écoute, on se rejase sur le net. Good. Merci. Ouais. Merci. Ouais. À plus. À plus.